extrêmement surveillé. Donc contrairement à ce qu'on pense, les politiques n'ont pas tellement de passe droit. Ce qui n'a pas empêché l'affaire des dîners chez Pierre-Jean Oui, Chalençon. D'ailleurs, on verra si c'est vrai ou pas. On attend les conclusions de l'enquête ou Marc-Olivier Fogiel dans les restos clandestins, ce que le canard enchaîné avait. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a beaucoup de monde du monde médiatique d'ailleurs. Absolument. Ouais, peut-être. Voilà. Enfin, entre autres exemples. Voilà, ça pourrait nous emmener loin. Je peux ouvrir ce débat dont on ne sait pas grand-chose en vrai. La confiance dans la politique. Aujourd'hui, on arrive à un stade très critique où, entre les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine et les élections, la confiance démocratique est essoufflée. C'est un vrai sujet et un vrai problème car sans pacte démocratique, plus de vie commune, plus de base commune de débat et plus de discussion entre les différentes parties prenantes de la société. C'est évidemment l'inverse de ce qu'on souhaite au Crayon et c'est d'ailleurs pour ça que ce débat nous tenait particulièrement à cœur. On a reçu aujourd'hui Rémi de Juste Milieu, très critique envers beaucoup d'actions du gouvernement, et Clément Beaune, ministre de l'Europe, au sein même de ce gouvernement depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. Toi, t'es prête, Mathilde ? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Hop. Juste avant ce débat, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous connaissez très bien le discours, mais je vous le répète parce que à titre personnel, je l'utilise et ça fonctionne super pour regarder des vidéos quand je suis à l'étranger grâce à un VPN français ou à l'inverse des sites de streaming de l'étranger quand je suis en France. Ça me permet notamment d'éviter d'avoir énormément de virus parce qu'on le sait, tu vois les petits messages Facebook que tu reçois de tes potes, tu étais dans cette vidéo, ça te permet d'éviter de te prendre des gros virus comme ça sur ton ordinateur. Et le dernier, et ça c'est magnifique, ça te permet de payer les hôtels et les billets beaucoup moins cher quand tu pars en vacances. Parce que je sais pas si tu le savais, mais en fait les sites te mettent des prix différents en fonction des pays parce qu'ils comprennent bien que si jamais tu es espagnol et que tu prends des billets et tu prends ton hôtel en Espagne, globalement ça va te coûter moins cher que si tu prends ton hôtel en Espagne alors que tu es français. Ils sont pas bêtes les mecs. Donc je te mets tous les liens en description avec le code promo du Crayon. N'hésite pas à aller checker ça, je te le recommande, c'est vraiment super utile. Et sans plus attendre, le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, Vous trouvez ça normal? Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme, merde! Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde! Faites la paix. Donc on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Clément Beaune. Salut Clément. Bonjour. On est vraiment ravis de te recevoir. On t'avait déjà reçu au campus à Avignon pour une interview. Tu es secrétaire d'État chargé de l'Europe et tu es également candidat aux élections législatives. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je suis avec Rémi de Juste Milieu. Bonjour. Tu as fondé la chaîne Juste Milieu, et qui est une chaîne de vulgarisation politique et de commentaires d'actualité sur YouTube et sur Twitch. Absolument. Ravi de te recevoir. On s'était rencontrés il y a d'ailleurs bien longtemps. Nos deux chaînes étaient beaucoup plus petites à ce moment-là. Et on est ravis de te recevoir. Tu nous arrives de Suisse. Aujourd'hui, on va discuter de ces sujets de confiance envers les politiques, et pas seulement d'ailleurs envers la majorité présidentielle et la République en marche, mais envers les politiques de manière plus globale. Ça a été extrêmement atteint ces derniers temps, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs entre les réseaux sociaux et les différentes crises qu'on a pu subir. J'aimerais vraiment qu'on comprenne quelle est selon toi la racine en fait de ce manque de confiance qu'on peut avoir dans les politiques. Je pense que déjà, il faut partir d'une dissociation qui est importante, qui me semble être la différence entre la parole politique et la parole gouvernementale. La parole politique, on l'a vu dans un contexte d'élection, il y a effectivement cette volonté d'accéder au pouvoir, ce rôle nécessaire de l'opposition, qui, quel que soit le bord, devra être d'opposition. Donc on fera toujours en sorte effectivement d'avoir un message plus ou moins opposé, sauf dans un entre-deux-tours, on y reviendra peut-être. Donc il y a cette parole politique-là, et après il y a la parole gouvernementale, qui est celle effectivement de la gestion du pays, où on est au pouvoir, donc on n'a plus besoin de tenter d'y accéder. Et là on est sur des promesses qui changent. Déjà il n'y a peut-être même plus de promesses, qui étaient dans le cadre de la parole politique. Une fois au niveau de la parole gouvernementale, on arrive où il est question de gestion du pays, il est question effectivement de prendre en compte tous les facteurs extérieurs. On le voit malheureusement aujourd'hui dans le contexte terrible, le Covid-19, puis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sont autant de paramètres qui doivent être pris en compte et qui font que la parole politique va plus ou moins s'éclipser. Donc de là déjà, il y a une distinction qui me semble importante. Cette parole n'est plus la même entre avant le pouvoir et une fois qu'on a le pouvoir. Et à partir de là, on peut prendre, si on met les deux sur la table, on peut prendre la différence entre ces deux paroles, ce qui pour moi d'emblée crée
peut créer une défiance, peut créer des doutes sur effectivement ces promesses qui ont été faites et qui ne se mettent pas en place une fois l'accession au pouvoir réalisée. Déjà, il y a cette distinction-là qui me semble assez élémentaire et qui peut être un des facteurs d'explication du fait que les gens redoutent, craignent ou se méfient de cette parole des gouvernants. Cette parole, elle change en fonction de si jamais c'est une élection ou si jamais on est en place, en poste? Le moins possible. Je suis d'accord avec cette distinction qui est pas liée à telle ou telle majorité. La parole de campagne, si c'est ça qu'on entend par parole politique, c'est-à-dire celle où on affronte des idées, on se confronte entre partis politiques, c'est aussi une belle chose dans une démocratie, n'est pas pareil que quand vous êtes directement aux responsabilités, d'abord avec son lot d'imprévus. C'est-à-dire que personne ne pouvait faire des promesses ou des propositions sur la gestion Covid ou sur la gestion de la guerre en Ukraine, parce qu'on ne savait pas que ça allait arriver, personne ne savait que ça allait arriver. Et donc une parole gouvernementale, c'est une parole en effet qui est différente, qui est une parole d'exercice et non pas de conquête du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on raconte n'importe quoi en conquête du pouvoir et qu'on fait différemment en période d'exercice du pouvoir, heureusement. Je pense d'ailleurs, moi ça fait pas longtemps que je suis en politique, que beaucoup plus qu'on ne dit et qu'on ne croit, et ça vaut pour tous les partis, pour tous les pays, la parole ou l'action politique après l'élection, à mon avis, est beaucoup plus proche qu'on ne pense des programmes et des promesses. Il y avait toujours un documentaire politique, un grand patron des débuts des années 80, qui racontait la campagne de Mitterrand en 1981, qui faisait peur à beaucoup de gens dans les milieux économiques, etc. Il y avait beaucoup d'excès, de caricatures, ça va être affreux. Bon. Et il disait à des patrons qui disaient non mais c'est pas grave, Mitterrand il fera quelque chose pendant 15 jours et après il fera plus rien. Il dit attention, les politiques font ce qu'ils disent, en général. Et donc il y a ça. Après on y reviendra peut-être, il y a la question de la défiance vis-à-vis de la parole politique, qui à mon avis, et c'est pas une façon de se défausser, n'est pas tellement liée à l'écart entre promesses et réalité. Mais du coup, quelle responsabilité en fait? Parce qu'on a l'impression, et c'est le scope que ça donne, nous, de gens qui sont parfois entre des gens qui sont très éloignés de la politique, parfois tout proches de gens qui sont au pouvoir, on a l'impression qu'il y a parfois des dialogues de sourds qui s'installent en fait. Et comment ça réussit en fait à arriver à un tel degré de discorde en fait? Alors justement, et avant de revenir sur l'argument de Monsieur le Ministre sur la question de la défiance, je veux rebondir sur cette question de, effectivement, une fois au pouvoir, on ne dit pas n'importe quoi, certes. Mais il y a eu énormément de messages contradictoires. Je parle du gouvernement dont vous faites partie. Si ça avait été un autre, c'est pas une question de couleur politique, qu'on soit bien d'accord. Je prends l'exemple d'Agnès Buzyn, que beaucoup de gens connaissent, pour le rappeler, avec des messages contradictoires, où effectivement la question de propagation du virus n'était pas un problème dans un premier temps, parce qu'on ne pouvait pas le savoir. Voilà, je ne veux pas rajouter de la polémique à la polémique. Ensuite, il y a cette interview au Monde fait à Ariane Chemin, où finalement, elle avait prévenu tout le monde en coulisses, mais ça n'avait été pas pris en compte. Donc c'est l'inverse complet, et ces messages contradictoires qui s'enchaînent. Effectivement, on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est au pouvoir, mais c'est malheureusement l'impression que ça laisse. C'est-à-dire qu'on a des messages parfaitement opposés, parfaitement contradictoires, qui peuvent se comprendre dans la mesure où on ne peut pas anticiper, on ne peut pas connaître le futur, bien évidemment, mais ça laisse une impression complexe pour les citoyens, qui bien sûr se rendent compte qu'on est face à une situation gravissime, et je prends l'exemple d'Agnès Buzyn, mais on peut prendre l'exemple du masque, qui est devenu malheureusement symbolique pour vous et qui doit être terrible, parce que j'imagine que c'est un boulet que vous allez traîner pendant longtemps, mais sur la forme, c'est précisément ce que je vous dis, c'est que dans un premier temps, le masque en population générale n'était pas nécessaire. Olivier Véran, quelques mois plus tard, il devient obligatoire, sur la plage, quelqu'un de seul. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Là, on a une contradiction qui, effectivement, qu'on peut justifier peut-être par des chiffres, par des données scientifiques. On peut débattre de tout sauf des chiffres, donc peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'en parler. Mais il y a déjà ce problème-là d'un message politique qui, au-delà d'être clivant, et c'est le principe, est contradictoire et donc incompréhensible. Et ensuite, sur la défiance, là encore, cette question du message contradictoire est un paramètre, mais la défiance, je trouve ça toujours curieux de le prendre dans un sens, qui est la défiance des citoyens vis-à-vis des politiques. J'aimerais juste me poser la question de prendre le problème dans l'autre sens. La défiance des politiques vis-à-vis des citoyens. Parce que on a, là encore, ça peut être anecdotique, mais on a un président qui souhaitait emmerder une partie des Français, de manière affectueuse certes. Mais ça, c'est de la défiance. C'est Gaulois réfractaire, le fait de traverser la rue pour trouver un emploi. Il y a une question de défiance vis-à-vis des personnes sans emploi, mais aussi vis-à-vis des entreprises qui, en claquant des doigts, sont en mesure de créer de l'emploi et d'embaucher le premier venu. Cette question de la défiance, en fait, j'aimerais la renverser, la prendre dans l'autre sens. Est-ce que le cœur du problème, finalement, n'est pas là ? Alors, vous touchez du doigt les choses assez différentes. Comme on a le temps, j'essaye de démêler. Sur Agnès Buzyn, je vais pas... J'étais pas au gouvernement à l'époque, mais peu importe,
j'étais dans la sphère politique, j'étais conseiller d'Emmanuel Macron. Donc j'assume une solidarité. Mais vous avez deux choses quand même très différentes, donc je ne voudrais pas qu'on accable une personne. Il y a d'autres exemples. Hein, si non, bien sûr, mais il y a un point spécifique pour l'évacuer. L'interview à laquelle vous faites référence, elle était candidate aux élections municipales à Paris. Mais d'ailleurs, ça renvoie peut-être encore autre chose qu'on évoquera. C'est quelqu'un comme moi d'ailleurs, qui était assez nouveau en politique et qui fait une interview après une bataille politique difficile où elle craque un peu, elle se livre un peu, peut-être qu'elle ne connaît pas tous les codes, c'est repris dans la presse, ça fait du buzz, etc. Mais c'est très différent. Alors ça s'est accumulé dans l'image des gens. Parce qu'il y avait Agnès Buzyn, ministre de la Santé en période de Covid, Agnès Buzyn, candidate aux élections municipales à Paris. Dans les deux cas, il y avait des critiques. Et tout ça, c'est un peu mélangé. Bon, mais Puis Agnès Buzyn à l'OMS. Alors, on les verra peut-être, mais voilà, je ne voudrais pas non plus qu'on fasse d'Agnès Buzyn le symbole de ça. Mais donc il y a des choses différentes et ça renvoie à quelque chose qui est aussi le professionnalisme en politique, si je puis dire. On a beaucoup dit, moi je me souviens, au-delà d'un cas individuel, quand les députés En Marche sont arrivés à l'Assemblée nationale en 2017, c'est des nouveaux, voire c'est des nuls, c'est des novices, on disait des choses plus ou moins sympathiques. Ouais, moi j'aime pas trop le mot société civile parce que ça met les choses un peu à toutes les sauces. Société civile, ça peut être quelqu'un qui est ancien sportif, ancien journaliste, ancien fonctionnaire, bon, c'est vaste. Mais effectivement, c'est quelqu'un c'est des gens, beaucoup, des femmes et des hommes qui n'avaient pas fait de politique. Bon. Au total, et là je dis au-delà des couleurs politiques ou du projet politique, je pense que franchement, ils n'ont pas fait moins bien leur boulot, de députés par exemple, ou de ministres, que dans l'histoire de la République. Donc c'était bien aussi qu'on renouvelle, mais quand on renouvelle, on prend plus de risques. Bon, dans l'expression publique, parce qu'au début, on ne sait pas trop comment ça marche, parce qu'une campagne, je vis ma première campagne législative aujourd'hui, on fait sans doute des erreurs que je ne ferais pas si c'était ma 10e campagne, d'expression publique, de meeting, de rapport aux gens. Ben, c'est normal, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Mais c'est bien que ça ne vienne pas des professionnels au sens où on a tous les codes, les clichés, voire les petits trucs qui rendent la parole moins spontanée. Alors sur le fond de ce que vous disiez, parce que c'est le plus intéressant sur la crise Covid, il y a eu des erreurs. Il faut pas, c'est pas Agnès Buzyn, il y a eu des erreurs collectives, en France comme ailleurs d'ailleurs. Ça, c'est un truc très dur. C'est pas pour, j'essaie non pas d'accabler ou de dédouaner, mais d'essayer d'analyser en ayant moi un peu de recul maintenant de 2 ans de ministre. Et j'ai pas connu le plus difficile, honnêtement, parce que j'aurais pas aimé être à la place d'Olivier Véran ou d'Agnès Buzyn. C'est très dur. Ministre de la Santé, en période de Covid, partout, c'était un job très dur. Il y a des pays qui ont eu 5 ministres de la Santé parce qu'il y en a qui craquaient physiquement. Mais au-delà de ça, quand vous êtes interviewé, là on a du temps, on peut développer. Quand vous êtes interviewé en politique, moi j'ai découvert l'exercice de la matinale ou de l'émission politique. Il y a toujours un paradoxe, on peut dire si on est positif, un équilibre à trouver, mais c'est quand même un paradoxe, entre le fait qu'on vous demande, journalistes, auditeurs même, téléspectateurs, quelque chose de rassurant, définitif. Si vous dites, écoutez, peut-être ben oui, peut-être maintenant, aujourd'hui c'est comme ça, mais vous savez, demain sera peut-être autrement, etc. La vérité c'est qu'on n'en sait rien, et parfois c'est vrai. Il faut trouver cet équilibre entre dire quelque chose de clair, net, tranché, et puis assumer, parce que justement c'est parfois le cas, et c'est le plus difficile, une incertitude, une certitude temporaire, parce que, sans refaire tout le match, c'est vrai qu'au départ, et je ne renvoie pas la responsabilité scientifique, il y avait beaucoup d'études qui disaient que le masque ne servait pas, et donc vous avez tendance à dire le masque ne servira pas. Alors qu'on a appris dans la crise, d'ailleurs tous les gouvernants l'ont dit, qu'on aurait tous gagné à être prudent, étape par étape, moins définitif, etc. Mais ça, c'est très dur. C'est ce que moi j'appelle de manière plus générale l'éloge de la nuance. Bon. C'est un débat qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, justement, parce que réseaux sociaux, parce que chaînes d'infos, parce que la rapidité du temps médiatique, dire des choses cash, donc tranchées, donc parfois moins vraies ou fausses. On exige des politiques d'être définitifs. Ouais, mais attention, encore une fois, c'est pas une façon de dire c'est la faute, mais c'est notre responsabilité collective, y compris de politique. Moi, je fais une campagne électorale. J'ai face à moi une candidate qui a longtemps fait des tweets très agressifs, etc. Bon. Moi, je suis tenté parfois de répondre, pas en étant dans la cour de récré, mais de dire, attendez, regardez, c'est très agressif quand même, elle a dit ça, moi je l'accuse d'être dans l'invective, etc. Il faut faire attention parce que soi-même, même quand on répond en quelque sorte, on dégrade le débat. Et c'est très dur de faire là aussi l'équilibre entre le court terme et le long terme. À court terme, moi, vous me dites, t'as dit n'importe quoi, j'ai envie de dire toi-même, etc. Bon, évidemment, il ne faut pas faire ça. Mais trouver la place, ou faire la place de la nuance et de l'incertitude, c'est très dur. Vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Édouard Philippe, qui a été Premier ministre justement au moment de cette crise Covid notamment. Il a aussi dit, comme Agnès Buzyn, c'est pour ça qu'il ne faut pas personnaliser, au début, le masque, c'est pas utile, il ne faut pas le porter en population générale, etc.
Et je crois que même s'il a fait, comme tout le monde, des erreurs dans cette crise, il est reconnu aujourd'hui, il a une forte popularité, parce que l'image qu'il a laissée, c'est l'homme, pas le seul, mais l'un des hommes dans cette crise, l'un des hommes et des femmes politiques, qui a dit franchement, parfois on ne sait pas, parfois c'est dur, parfois il faudra voir si cette mesure qu'on prend un jour donné, le lendemain elle ne va pas changer. Parfois de tenir un discours un peu difficile, exigeant et nuancé, je crois, aux Français. Et ça, je pense que c'est toujours une stratégie positive dans la durée, mais c'est dur d'installer ça dans le débat. C'est très dur d'installer ça dans le débat. Et on a toujours, ce paradoxe entre on veut du clair, du net, du clash, et puis on veut de la nuance, du factuel, du prudent. Et on voit bien, nous, même quand on regarde un débat télé, hein, comme citoyen dans mon canapé, parfois je me dis, celui qui nuance tout, il est un peu chiant. Bon. Eh ben, mais moi je crois pas non plus, j'espère, parce que moi j'essaye d'être comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas transformer la nuance qui est une nécessité en un point fort. C'est-à-dire que sur le rôle du masque, effectivement, des études ont pu dire une chose. Je vais au-delà du masque, c'était un exemple. Oui, non, mais bien évidemment. C'est aussi la démarche de la science, hein, d'une certaine manière, d'avancer pas à pas et puis de contredire ce qui a été découvert la veille. Sur le masque, il ne faudrait pas mettre à l'ombre non plus cette fameuse enquête qui avait été menée, ce fameux rapport qui préconisait à M. Salomon, directeur de la santé, un stock de masques de sécurité qui était bien plus important que ce qu'on avait. Et là, on n'est même pas en période Covid. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, de préparation... Non mais attendez, moi je ne reviens pas sur les responsabilités. Hein. Non, mais je prenais cet exemple comme exemple du débat politique et de ce qu'on peut dire en politique. Précisément pour rebondir sur le fait que la nuance intervient à un moment où il est déjà trop tard, en fait, et qu'il n'est plus question de nuance. Il est question d'impréparation et il est question de faits que l'on souhaite plus ou moins mettre à l'ombre, à mon avis. Donc cette question de la nuance, je trouve qu'elle est vraiment problématique parce que c'est une nécessité dans le débat. Peut-être que c'est chiant et qu'effectivement, à l'heure des réseaux sociaux, ça peut être problématique. Et à l'heure des médias à outrance, ça peut être problématique parce qu'il faut accrocher l'auditeur. On est d'accord. Mais cette nuance, curieusement, elle intervient toujours, et je parle effectivement face à vous, mais c'est la même chose pour tous les grands politiques, elle intervient toujours pour défendre son précaré. Je rebondis sur cet exemple pour sortir un petit peu du Covid parce qu'on peut élargir le spectre, mais hier matin je regardais votre intervention sur le plateau des 4 vérités sur France 2 où vous parliez de cette affaire du Stade de France avec les supporters britanniques où vous disiez, et là j'étais d'accord avec vous, pour le coup vous apportiez de la nuance, attention, on ne sait pas encore, Britanniques, on va un peu vite en besogne, peut-être qu'il n'y a pas que des Britanniques dans cette histoire de faux billets, d'agression et tout ça. Dysfonctionnement dans le cadre de maintien de l'ordre ou dysfonctionnement, ce qu'on a entendu aussi en disant c'est la faute des Britanniques parce qu'il y a eu des faux billets qui ont été vendus en marche. Je ne veux justement pas rentrer dans le jeu qui consiste à dire, alors qu'on n'a pas établi les faits en détail, c'est la faute de tel ou tel. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'éléments, il y a eu sans doute de très nombreux faux billets, il y a eu des problèmes d'organisation, il y a eu une grève des transports qui a ajouté la confusion. Donc il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les uns et les autres, parce que personne ne sait exactement, à l'heure où on parle, l'enchaînement des responsabilités. Quelques jours plus tôt, votre ministre de l'Intérieur avait, lui, qualifié les supporters de Britanniques. Donc le problème de la nuance, c'est que, et je reviens à ce que je disais, la parole gouvernementale, il y a des nuances différentes au sein du même gouvernement. Et là, c'est plus une question de communication que de rapport aux faits et à l'actualité. La nuance, je suis pleinement d'accord avec vous, mais il ne faut pas qu'elle intervienne, à mon sens, pour masquer les déshérences des uns, pour masquer les erreurs des autres. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça, en vérité. Est-ce que, si tu me permets de poser cette question-là aussi, est-ce que c'est pas aussi un peu une injonction à réagir sur Twitter toujours très vite, qui fait que on tire, on shoot dans le tas, et puis peut-être qu'en fait, on aura raison ou tort, mais on arrivera à démentir. Bien évidemment, c'est effectivement une stratégie de communication. Il faut occuper le terrain, mais là, si on est sur le champ politique pour tous les partis, bien évidemment, il n'y a aucun parti dont le but est de dire on va attendre que ça se passe. Sauf peut-être Marine Le Pen en ce moment, qui se fait très discrète, mais qu'importe. Il y a une question d'occupation politique, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire n'importe quoi. Pour parler un petit peu crûment, on peut occuper le terrain sans dire n'importe quoi. Et puis si on analyse les choses un petit peu sérieusement, ça crée aussi des points de fixation de l'attention. Et ça, c'est très intéressant. C'est ce qui se passe avec cette affaire des faux billets. Je suis absolument d'accord avec vous, on n'en sait rien. 30 000, 40 000, on ne sait pas. On saura, mais pour l'instant, on saura. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une enquête en cours précisément. Donc sortir un chiffre aujourd'hui, alors que l'enquête démarre, c'est absurde. Mais ce qui me semble problématique, c'est que ça, pour moi, c'est un point de fixation de l'attention. On va dire, le problème sont les faux billets. Mais pendant ce temps, on met à l'ombre un débat qui est en train de grossir. Encore hier ou avant-hier, c'était sur le plateau de l'after-foot sur AMC, où un supporter témoignait. J'ai des références qui sont... Voilà. Mais on salue, voilà. et qui parlait de toutes ces agressions qu'il y a eu aux abords du Stade de France. Donc le faux billet, c'est un problème, mais c'est pas le problème. Sauf que pendant que tout le monde tweet à outrance sur ça, 30 000, 31 000, 31 254...
les agressions, on le passe à l'ombre. Et je pense que là, il y a effectivement, c'est vraiment le mauvais aspect, à mon avis, de cette communication à outrance. Mais ce que vous touchez du doigt, c'est une responsabilité collective, dont la nôtre, avant tout la nôtre, de responsables gouvernementaux. Ce que je dis par là, encore une fois, au-delà de tel ou tel cas, c'est qu'on est nous-mêmes dans une forme d'interrogation. Si un ministre des Sports, de l'Intérieur, pour prendre ce cas-là, mais ça peut être la santé sur autre chose, de l'éducation, s'il y a un problème avec le bac, etc., ne réagit pas dans l'heure, d'autres réagissent. Et donc, l'information, entre guillemets, parce que parfois c'est pas une information, c'est une opinion ou une polémique construite. L'extrême droite, c'est pour ça que je renvoyais dos à dos, moi, dans le cas du Stade de France, qui était très intéressant, d'ailleurs on pourra l'analyser qu'après, mais qui a dit tout de suite, sans aucune... alors sur la base d'une vidéo, etc., mais on voit ce qu'on a envie de voir, on ne voit que ce qu'on a envie de voir. On dit, je cite, des racailles, ce sont les habitants de la ville de Saint-Denis, évidemment, ce sont les jeunes, évidemment, etc. Et puis les mêmes, avec les mêmes événements et les mêmes récits qu'on pouvait lire sur Twitter, etc. On dit à l'extrême gauche, oh là là, État policier, les méchants flics qui ont tapé sur les jeunes ou sur les supporters, etc. Les Britanniques ont dit c'est les Français qui ont désorganisé. Nous, Français, on a peut-être eu tendance un peu trop à dire, ou en tout cas c'est ça qu'on a retenu, c'est la faute des supporters britanniques. Et peut-être qu'il y avait d'ailleurs un peu de vrai dans tout ça. Bon. Si vous ne réagissez pas dans l'heure, vous laissez la place aux autres. Et puis on vous dit, moi je vois bien sur des sujets qui me concernent, je l'ai vécu sur le Brexit, etc., vous êtes des journalistes qui vous écrivent tout le temps. Je comprends, c'est encore une fois notre responsabilité ensemble, qui disent mais pourquoi vous ne réagissez pas sur les plateaux, vous laissez les autres dire quelque chose. Et si vous y allez alors que vous ne savez pas encore tout, vous dites quelque chose inévitablement. Alors vous pouvez faire cet éloge de la nuance, mais très compliqué. Et on dit c'était pas la peine de venir pour raconter que vous savez pas, que vous allez faire une enquête. Bon. Donc on est toujours prisonnier. J'élargis au cas particulier. Je ne sais pas si on a fait parfaitement la communication dans ce cas-là, mais sans doute pas. Bon. Voilà, et on peut prendre plein de cas où on ne fait pas tout bien. Et quand vous disiez nuance, c'est-à-dire entre membres du gouvernement, j'ajoute un paramètre, parce que c'est encore un peu différent. Ça, moi, je pense qu'il faut l'assumer aussi. Moi, l'avantage de mon boulot de ministre délégué à l'Europe, c'est qu'on voit les autres pays européens fonctionner. Il y a des trucs qui fonctionnent bien chez nous et moins bien à l'étranger, ou l'inverse. Bon. Donc, encore une fois, c'est pas du tout pour remettre la balle. C'est une culture politique et un gouvernement, c'est toujours le produit d'une longue histoire. Bon. Et puis après, il y a des individus qui ont une responsabilité. Moi, j'ai dit des conneries. Il y a des choses que je regrette d'avoir dites. Il y a des choses peut-être que j'ai dit de manière trop définitive ou pas assez définitive. Voilà, on l'a tous fait. On apprend aussi. Le tout, c'est de ne pas le faire trop souvent. C'est de reconnaître qu'on le fait. Et puis, c'est d'apprendre de ce qu'on a fait. Mais ce que je ne voudrais pas, moi, c'est qu'on tombe, parce que c'est en fait le plus facile. Soit dans les deux extrêmes, si je puis dire, soit dans le super clash. Il y a des gens, ils ont une technique, ils disent un truc hyper fort, hyper direct, hyper affirmatif. J'allais dire, c'est le masque puissance 10. Puis ils disent, sur le moment, ça va faire le maximum de bruit, le maximum de buzz. Bon, peut-être que je prendrai une critique dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, mais peut-être que je serai plus là, on verra bien, etc. Et puis, peut-être qu'ils seront passés à autre chose, c'est un pari. Et puis je remettrai une couche sur autre chose, je ferai diversion, etc. Ça, c'est la technique du clash. Bon. Il y en a qui font ça, c'est pas forcément mauvais, ça dépend quel est son objectif en termes de notoriété, de bruit médiatique, etc. Et puis il y a, je pense presque pire encore, la parole aseptisée. C'est-à-dire que vous allez faire des... Alors soit vous parlez pas du tout, mais je pense que c'est une erreur en politique de ne pas parler, la communication c'est pas sale, il faut expliquer ce qu'on fait, défendre ses idées, soit vous parlez pour ne rien dire. Ça arrive en politique. Donc vous dites, on va regarder le sujet de très près, on va y travailler avec toutes les parties prenantes, etc. Voilà, langue de bois. Mais vous savez, on reproche aussi aux politiques la langue de bois, mais il faut qu'on fasse comme citoyens et comme politiques en même temps notre examen de conscience. Parfois on pousse un peu les politiques à la langue de bois. Parce que quand ils font pas de langue de bois et que c'est plus approximatif, on dit ils ont encore dit une bêtise. Mais justement. Mais moi, encore une fois, il faut assumer de ne pas faire de la langue de bois. Quitte, moi je préfère dire de temps en temps des bêtises, les reconnaître humblement et corriger. Alors quand on dit des bêtises tous les jours, il faut arrêter la politique. Mais dire quelque chose. Là-dessus, j'avais envie justement d'avoir ton avis en tant que ministre de l'Europe. Ça avait interpellé beaucoup de monde, mais c'est justement pour pousser les politiques à faire de la langue de bois. La question de Rémi Luzine sur Brut, sur Poutine est-il en train de commettre des crimes contre l'humanité? Est-ce qu'il n'y a pas du coup un danger de la parole politique à ce moment-là aussi qui est lié aux journalistes et lié aux gens qui posent des questions? Je te pose aussi la question à toi, Rémi. Alors ça, c'est... Parce que si jamais il va trop loin dans ses propos, Macron, il peut aussi créer des dommages collatéraux également avec la Russie et la diplomatie probablement secrète qu'il y a en cours. Alors là, on rajoute en plus dans le langage la diplomatie, qui est encore un art ou une exigence supplémentaire. Et les relations internationales. Guerre ou pas guerre, évidemment en période de guerre c'est encore plus sensible,
D'où la nécessité du corps diplomatique. Alors, on y reviendra, parce que c'est une semaine, en effet, importante de grève du corps diplomatique, ce qui est rare. Mais ça dépasse le corps diplomatique. Il y a la parole internationale d'un président de la République ou d'un ministre des Affaires étrangères, encore plus du président de la République. Il est écouté, c'est relayé partout dans le monde, ça peut avoir des conséquences. Et donc la fameuse diplomatie, dans le cliché commun, c'est rien dire, justement être très prudent. D'ailleurs, on l'admet peut-être un peu plus en diplomatie parce qu'on sait qu'il faut respecter l'autre, faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est traduit, parce que c'est repris, etc. Mais je pense qu'il faut toujours expliquer. Il y a des choses, parfois, on ne peut pas le dire. Il y a des choses, on ne peut pas le dire parce que ça met en danger la vie de nos soldats, parce que ça met en danger une action diplomatique secrète, il ne faut pas fantasmer, mais oui, confidentielle ou de discussion. Je ne parle pas que de la Russie, ça arrive en général. Bon. Et puis parfois parce que c'est compliqué. Le cas Poutine dictateur, il est très intéressant. Ce qu'a dit le président à chaque fois, peut-être qu'il faut encore l'expliquer, et il dit, la question c'est pas de savoir tellement si je pense que c'est un dictateur ou pas. Il pourrait aller à la télé et dire c'est un dictateur, voire c'est un salaud, voire je sais pas quoi. On peut dire ça. Bon. À la limite, quand on est en guerre, on ne craint plus grand-chose, on est déjà en guerre. Mais il faut quand même toujours voir l'effet utile de ce qu'on dit. Quel est notre objectif ? Notre objectif, c'est de retrouver la paix. Notre objectif, c'est que quand même un jour, quoi qu'on pense de la situation et de M. Poutine, il y ait une négociation et il y ait une solution pour les 10, 20, 30 ans qui viennent. Si vous dites tout de suite dictateur, ça peut avoir des conséquences. Mais ça, il faut l'expliquer. C'est pas parce que vous êtes frileux, c'est pas parce que vous êtes un méchant diplomate, c'est pas parce que vous osez rien dire, c'est parce que parfois le mot va être uniquement ce qu'on retient. C'est toujours la même question. Il faut éviter de rien dire. Moi, j'ai eu la question, je vous prends l'exemple pour moi. On m'a dit, dans une émission sur la guerre en Ukraine, est-ce que ce qui se passe en Ukraine, c'est des crimes de guerre ? Et pour les gens qui regardaient, je pense que crime de guerre, c'était dire oui ou non à un crime de guerre, c'était le symbole de dire est-ce que je reconnais qu'il y a des choses très graves qui se passent ou pas en Ukraine. Évidemment, il y a des crimes atroces, il y a des crimes monstrueux, des crimes barbares, tout ça on peut le dire. Et moi je le dis comme ça, bon, c'est cash, c'est clair. Crime de guerre, il faut prendre le temps de l'explication, c'est une catégorie juridique. Non mais c'est très important, c'est juste cet exemple. Parce que du coup, si vous le dites, vous sortez un peu de votre rôle, non pas que vous couvrez ce que fait la Russie ou ce que fait l'armée russe, ce que fait Vladimir Poutine, mais vous allez un cran plus loin, alors qu'il y a une enquête judiciaire, alors qu'il y aura, j'espère, la justice internationale qui va passer, etc. Et il faut prendre le temps de l'explication, pas juste de répondre oui ou non à crime de guerre dans mon exemple, dire pourquoi, c'est pas juste parce que vous êtes diplomate au mauvais sens du terme, celui qui enrobe tout, mais parce qu'il y a des niveaux d'impact et de langage différents qu'il faut assumer. Mais pour ça, il faut prendre le temps de la pédagogie. J'aimerais répondre sur beaucoup d'éléments que vous venez d'évoquer, parce que j'ai peur qu'on assiste quand même à une charge de la responsabilité. C'est-à-dire que renverser la situation et dire que la langue de bois, le clash, finalement, ce sont ce que veulent les gens. J'ai peur que... Je dis pas ça, pardon. Voilà, c'est une responsabilité politique d'abord. Hein. Effectivement, c'est pour résumer, je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Les gens veulent ce qu'on leur donne. Donc d'une certaine manière, la langue de bois n'est pas une volonté des spectateurs de dire s'il vous plaît, parlez-nous dans un langage le plus creux possible, de sorte à ce qu'on ne comprenne rien. J'ai rarement vu des spectateurs qui envisageaient ça. Ensuite, quand vous parlez, pour reprendre tous vos arguments, quand vous parliez tout à l'heure des sensibilités de réaction au niveau du gouvernement, effectivement, la réaction à des actualités, à des fake news également, peut-être qu'on y viendra. Mais il y a aussi une différence dans le traitement de ces fake news. J'aimerais bien revenir sur le thème plus tard si les questions s'y prêtent, mais quand elles émanent du gouvernement lui-même. Le pauvre, je repense toujours au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur cette fameuse photo isolée d'un cortège manifestation menée par Florent Philippot, photo isolée où on voit des gens les bras tendus. M. Darmanin l'interprète sur Twitter de sorte à faire comprendre qu'il s'agissait d'un salut nazi. Alors honnêtement, je ne me souviens pas de cet exemple, mais... J'en ai parlé en vidéo, je partagerai les sources avec plaisir. Et là, bon, il s'est énervé, c'était le 16 janvier, à 17h09, il a mis ça sur Twitter. Il a publié un tweet. Et il a dit, c'est des saluts nazis. Regardez la photo, c'est des saluts nazis. Donc, par extension, en termes de raisonnement, je veux dire, on est à deux doigts du niveau intellectuel d'un ovipare. Il a dit, comme il y a des saluts nazis dans les manifestations, d'après cette photo à la réalité implacable, les antipasses, c'est des nazis. Ouais, ça va un peu vite en besogne. Et ça, typiquement, c'est une création de fausses informations qui émanent du gouvernement. On est au-delà de la réaction de sensibilité. Donc je pense qu'il faut prendre ça en compte. Ensuite, sur la parole politique,
Et c'est ce qui est parfaitement analysé dans le bouquin de Raphaël Lorca, La marque Macron, un livre passionnant, le fameux En même temps, effectivement, avec lequel je pense qu'on doit un peu vous casser les pieds, mais c'est quand même une marque de fabrique intéressante. Non, moi, mais le En même temps que vous évoquez, c'est-à-dire que cette différence entre la parole creuse et le clash permanent, d'une certaine manière, c'est tout l'art de la parole du président de la République, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on va avoir une fois un interview dans Valeurs Actuelles et une fois un interview chez Brut. Le message sera opposé par endroit. Par endroit, il sera complètement opposé. Je pense que quand il évoque chez Valeurs Actuelles ces problèmes liés à la civilisation et chez Brut évoquer des problèmes complètement opposés, on a cette navigation sur des eaux complètement différentes. Donc là encore, c'est ce qui est intéressant et c'est là où le travail de Raphaël Lorca est formidable, c'est que je pense que votre parole politique englobe toutes les autres. Et donc c'est l'extrême centre que vous incarnez aujourd'hui de manière évidente. Je crois qu'Emmanuel Macron lui-même l'a évoqué. Tu peux préciser très rapidement le terme extrême centre, comment tu le définirais? Moi honnêtement je ne sais pas. Je vous laisserai la charge parce que j'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait. J'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait. Parce que on peut le dire sans être des grands philosophes politiques, en tout cas pas moi. Je comprends que c'est une critique qui est évoquée pour dire justement on noie le débat politique dans un grand pôle central. Et la critique qu'adressent beaucoup de gens d'extrême droite et d'extrême gauche, ils disent ne nous traitez pas d'extrémistes, vous-même vous êtes radicaux sur certains sujets, etc. Oui, radicalement attaché à la propriété privée, radicalement attaché à l'Europe. Moi, ce que par exemple, honnêtement au-delà de la formule, je ne sais pas trop ce que ça recouvre, voilà, mais si c'est être radicalement pour l'Europe, ça me va très bien. Mais je crois que c'est vraiment ça le sujet. Donc voilà, mais pardon, je voulais pas... Donc je pense que là aussi, sur l'émergence du terme extrême centre, ça englobe en fait le débat, et ça vient briser toutes les sortes de barrières qui avaient été posées plus ou moins opportunément. On pourra peut-être en reparler aussi, c'est ce qualificatif d'extrême droite qu'on a revu encore à l'entre-deux-tours de 2022, ce que Lionel Jospin lui-même décrivait comme un théâtre, c'est-à-dire cette sorte de chantage au fascisme. Où effectivement ça devient presque le dernier argument, le dernier rempart pour justifier qu'il faille voter pour vous. Mais bon, ça c'est peut-être une autre chose. Mais pour revenir là-dessus, sur ces paroles opposées qui finalement sortent d'une même bouche, sortent d'un même camp politique, c'est finalement ce qui se passe dans le champ politique et médiatique, je crois, depuis plusieurs années, où tout est noyé, tout se ressemble, toutes les paroles se ressemblent, et effectivement, on a le clash qui cohabite avec des paroles tout à fait creuses. Pour prendre l'exemple très lourd de la Russie et de l'Ukraine, si on prend le cas dramatique du massacre de Boutcha, on a tout de suite parlé d'un massacre commis par les forces russes, avant de dire qu'une enquête internationale allait être menée. Peut-être par naïveté, peut-être par manque de compétences, il me semble qu'une enquête est précisément faite pour donner des conclusions. Si les conclusions arrivent avant l'enquête, je ne vois pas l'intérêt d'en faire une précisément. Et donc, même si le contexte est grave et qu'on peut avoir, par conviction, par idéologie, par opinion, soutenir un camp plus qu'un autre, on voit bien je crois que le contexte intellectuel, le contexte politique noie les gens dans des références complètement opposées, où on ne sait plus qui fait quoi, on ne comprend plus rien. C'est le en même temps, c'est l'extrême droite qui est en gros à peu près toute la droite désormais, l'extrême gauche, ils l'ont bien voulu avec leur alliance, mais qui est désormais à peu près toute la gauche. Il y a l'extrême centre. On peut parler aussi de la question du clivage, c'est-à-dire qu'on crée de grandes cases de sorte à... On parlait de nuances, effectivement, la nuance, je disais tout à l'heure que c'était une nécessité, je le répète, cela fait 2 ans qu'on vit dans une société où il y a les pro-pass, les anti-pass, les pro-vax, les anti-vax, les pro-confinement, les anti-confinement. On scinde la population en 2. Et donc, comment intellectuellement on se retrouve là-dedans? Et comment on arrive à identifier des paroles qui n'ont plus de sens, qui ne peuvent plus avoir de sens parce qu'elles ne répondent qu'à une case. C'est quand souvent, par exemple, vous parlez de... vous-même, cette phrase, c'est une interview dans Le Monde en 2021, il me semble, où vous parliez que pour 2022, la République En Marche devait incarner le camp de la République et de la raison. Mais quel message cela envoie aux citoyens? Et pour finir là-dessus, sur l'interprétation de la parole, où en fait votre parole, la parole qui émane du camp politique de la République En Marche, est la parole de la raison. Les autres seraient des gens déraisonnés. Je vais revenir là-dessus parce qu'on m'a beaucoup reproché ça, donc je suis content de pouvoir l'expliquer. Peut-être qu'il fallait justement que je dise, je pense pas autrement pour le coup, mais que je complète sur la raison, mais je vais y revenir. Là, je voudrais pas donner l'impression sur la parole aseptisée, parole vide ou parole du clash, que je dis c'est la faute de la société, les politiques, les pauvres, c'est des victimes de tout ça, etc. Pas du tout. Sinon, on s'engage pas en politique. Personne nous a forcé. Faut être sérieux. Ce que je dis, c'est simplement interrogeons-nous, parce qu'un politique, c'est pas, heureusement d'ailleurs, j'espère de moins en moins, c'est pas un professionnel qui est au-dessus ou à côté de la société. C'est aussi un citoyen, et donc on est quand même dans un climat, dans une ambiance. Il faut pas subir.
sinon, encore une fois, on ne fait pas ça. Mais c'est pour comprendre. Il y a quand même sans être trop déterministe, il y a quand même un substrat, un climat politique, une société démocratique qui vit d'une certaine façon. Est-ce que le Covid vous a éloigné aussi peut-être un peu des gens? Je crois pas. Honnêtement, ce serait une excuse en quelque sorte. Ça nous a tous perturbés, y compris les politiques. Ils ont regardé des séries comme tout le monde, et ils ont été confinés comme tout le monde, heureusement. S'il y a eu des polémiques sur ils ne respectent pas les règles, etc. Mais je peux vous dire, pour l'avoir vécu, j'ai plein d'amis, on peut se le dire, après le Covid, qui vivaient en respectant les règles, en étant responsables, sérieux, individuellement, etc. Mais qui, de temps en temps, s'autorisaient un petit débordement sur le couvre-feu, un petit dîner, etc. Moi, je ne le faisais pas parce qu'en politique, d'abord parce que sinon, j'aurais pu me regarder dans la glace en allant dire le matin, faites attention, etc. Mais en plus, parce que vous êtes extrêmement surveillé, donc contrairement à ce qu'on pense, les politiques n'ont pas tellement de passe droit. Ce qui n'a pas empêché l'affaire des dîners chez Pierre-Jean Chalençon, d'ailleurs. On verra si c'est vrai ou pas. On attend les conclusions de l'enquête, ou Marc-Olivier Fogiel dans les restos clandestins, ce que le cas d'enchaîné avait. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a beaucoup de monde du monde médiatique d'ailleurs. Absolument. Ouais, peut-être. Voilà. Enfin, entre autres exemples. Voilà, ça pourrait nous emmener loin, je peux ouvrir ce débat dont on ne sait pas grand-chose en vrai. Mais on a une responsabilité de justement pas avoir une parole aseptisée. Moi je vois sur l'Europe, je prends le domaine, on n'est pas du tout obligé, moi je suis pro-européen, je me définirais comme ça, j'ai aucun problème à l'assumer. C'est pas pour ça que je vais aller chanter l'hymne de la joie et agiter mon drapeau européen dans des émissions en disant l'Europe c'est beau, l'Europe c'est bien, l'Europe c'est sympa, etc. Il faut politiser au bon sens du terme, il faut dire des choses, il faut dire non pas du clash, mais moi je dis qu'il faut être offensif dans les idées et mesuré dans les propos, mais être offensif dans les idées, ça veut dire que parfois il faut dire les choses, il faut accuser le camp politique d'en face, parce que c'est comme ça la politique, de dire vous dites n'importe quoi, je suis pas d'accord avec vous, tout en respectant, etc. Donc l'Europe c'est un bon exemple, parce qu'on l'a toujours pris comme une espèce de globi-boulga, un peu ennuyeux, un peu technocratique, où il n'y avait pas d'aspérité, où il y avait, voilà... D'ailleurs, je pense qu'on n'est pas pour ou contre l'Europe, on a des visions différentes de l'Europe, de gauche, de droite, écologistes, etc. Et c'est très bien comme ça. Mais on a aussi le droit d'être et un politique n'est pas du tout... On a reçu Florent Philippot qui, lui, cherche toujours à avoir un Frexit. Oui, alors ça existe aussi, il a le droit. Moi, j'ai fait mes études avec Florent Philippot, je connais l'animal, si je peux dire. Vous mettez les deux seuls à défendre clairement le Frexit. Peut-être que c'est parce que c'est une idée qui n'est pas populaire chez les grands électeurs. Mais ça, je m'en fiche. Chez les Français doivent avoir le choix. Mais il a le droit d'avoir cette opinion, je la partage pas du tout, mais s'il était en face de moi, même si je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il va beaucoup trop loin, et dans la fake news et dans le mensonge, ça c'est grave. On y reviendra. Sur l'Europe, il a le droit d'être pour le Frexit. Voilà, oui, c'est mon opinion et on pourrait en débattre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout, je voulais pas dire les politiques sont obligés d'avoir une parole aseptisée ou de compenser ça par du clash et du buzz, pas du tout. Donc on a nous-mêmes la responsabilité de faire cet éloge de la nuance et de la raison, j'y viens. Je rajoute une petite chose, je ne crois pas, ça nous emmènerait très loin, que le macronisme, comme on a parfois essayé de le définir, en même temps, que je revendique sur certains sujets, soit une abolition des clivages. Moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Pardon, je reprends mon exemple de l'Europe. Quand Emmanuel Macron a proposé un mouvement politique, un programme politique en 2016-2017, il n'a pas dit seulement rassemblement, dépassement, on pense tous la même chose, même si on pense en fait pas du tout la même chose, pas du tout. Il a dit il faut mettre les clivages au bon endroit. Il a assumé d'être très clivant sur l'Europe. On voit le débat de deuxième tour face à Marine Le Pen. C'est un autre débat sur savoir si on est face aux extrêmes, etc. Mais il dit vous êtes anti-européenne. D'ailleurs à l'époque elle était plus claire. Elle disait moi je veux la sortie de l'euro. Et lui il disait moi j'assume, je revendique d'être pro-européen, de trouver que l'euro c'est bien, de trouver que l'Europe elle fonctionne globalement bien, mais qu'il y a plein de choses à changer, etc., etc. Donc il a remis du clivage sur le sujet européen. Moi j'étais membre du Parti Socialiste quelques années avant, on n'osait pas parler d'Europe parce qu'il y avait la moitié du parti qui était pour, la moitié du parti qui était contre. Vaut mieux se rassembler sur des sujets aussi importants dans une famille politique où on pense la même chose sur l'Europe. Donc on n'a pas, moi je veux surtout pas qu'on dise Macron a aboli les clivages. Il y a des clivages en politique, il faut qu'il y ait des clivages en politique, sinon il n'y a plus de démocratie. Mais il les a mis, j'espère, au bon endroit. C'est un débat de tous les jours. Je finis juste sur la raison, parce que c'est très important. Et après j'aimerais qu'on passe au fait. Ouais, pardon. Parce que moi j'ai dit, en effet, on doit, alors, pardon si je me trompe un tout petit peu de formulation, incarner le camp de la, j'ai dit d'ailleurs la République, la modération, faire ce qu'on vient de dire, alors, la raison. Non pas raison, nous qui avons raison contre ceux qui ont tort, et non pas la République en marche et le camp de la raison avec un grand R, et les autres sont dans la folie. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, et je le crois, c'était au moment des questions sur le pass sanitaire et sur la vaccination, c'est que dans notre société, dans nos démocraties, c'est pas le seul clivage heureusement, mais il y a un clivage qui n'existait pas il y a 15 ans ou 20 ans, pas avec la même intensité, qui est celui de l'entrée dans le débat. C'est-à-dire, avant d'être de gauche, de droite, un peu de gauche, un peu de droite, d'avoir des opinions différentes, il faut un socle commun. Si je vous dis il n'y a pas de micro devant moi,
je nie qu'il y a un micro devant moi, on peut pas discuter. Une fois qu'on a reconnu qu'il y avait un micro devant moi, vous pouvez me dire il est moche, il est beau, il est trop petit, il est trop grand, etc. C'est quand même plus pratique pour vous en C'est mieux, j'espère qu'il y en a. Sinon, on refait tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un socle de vérité commune, partagée, de règles démocratiques, dans lesquelles vous vous situez pour ensuite avoir un débat d'opinion. La raison est la première condition des opinions différentes. Si on ne peut pas s'entendre, se comprendre comme on fait aujourd'hui en ayant des appréciations différentes, tant mieux. Mais si on ne se reconnaît pas le droit de parler ensemble, parce qu'on bascule dans la violence, si on conteste l'existence même de... si je vous avais dit, par exemple, mais non, le gouvernement n'a jamais rien dit de tel sur le masque, vous pourriez me dire, si il a dit ça, je dirais, non. Et on pourrait faire le débat comme ça pendant 1 heure, ça serait peut-être un peu chiant. Oui, d'où la problématique. Mais de la fameuse phrase, on peut débattre de tout sauf des chiffres. C'est que même les chiffres, je peux vous dire, regarde. Même les chiffres, mais il faut quand même concentrer. D'ailleurs, le débat politique sur les chiffres, c'est vieux comme le monde. Donc, d'où le problème de cette phrase. Ce que je veux dire par là, c'est pas les rationnels contre les irrationnels, il faut un socle commun. Ça s'appelle les Lumières ou ça s'appelle la raison. Moi, je trouve pas que c'est un mot sale. Et je dis pas que j'en suis propriétaire ou que mon parti politique en est propriétaire. Je dis juste que dans nos sociétés, on l'a vu avec le Trumpisme et les fake news, si on vit dans un monde où la vérité n'est jamais reconnue, ou s'il y a toujours des zones grises, il n'y a pas des faits partagés, on ne peut pas ensuite avoir des opinions différentes. Je suis d'accord. J'aimerais qu'on termine sur les fake news parce que justement sur les questions de débat scientifique, et j'ai pas du tout envie que ce soit ça branché sur le débat, mais il y a eu beaucoup de questions autour justement, notamment par exemple du Covid, sur les débats scientifiques de chloroquine, pas chloroquine, masque, pas masque. J'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans parce que c'est pas, je pense, le sujet le plus intéressant, mais déjà, est-ce que toutes les voix devraient s'exprimer? Est-ce qu'il devrait y avoir une liberté pleine et totale de l'expression des gens, quitte à risquer que les gens disent des choses qui soient factuellement erronées? Et je prends juste cet exemple-là, mais la chaîne de Fabrice Divisio qui l'a recréée, mais avait été supprimée de YouTube, notamment pour avoir parlé des effets secondaires du vaccin. Alors oui, déjà ce que je trouve curieux et presque regrettable dans notre société, c'est qu'on en arrive à se poser la question. Oui, effectivement, pour moi, toutes les voix doivent être entendues dans le cadre de la loi, bien sûr, ou si des propos sont hors la loi, qu'ils soient condamnés, ça bien évidemment. C'est d'ailleurs tout le problème du contexte politique, où quand on dit que tel parti est d'extrême droite, quasiment nazi, on a des lois qui font que si c'était le cas, il serait condamné. Donc ce qui rend l'argument factice, voire fallacieux. Mais c'est vraiment une réflexion qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Je crois que ce débat sur les fake news n'existe pas. En fait, je crois qu'une fake news, ça n'existe pas. Pour une raison simple. Une actualité est toujours ancrée dans le réel. C'est-à-dire que s'il y a un accident de voiture, il y a 2 voitures qui sont rentrées dedans. C'est assez simple. Ce qui va différer, c'est la narration du réel, la narration de l'événement. La police arrive, interroge 2 témoins. Il y en a un qui a vu une voiture bleue, une voiture rouge. L'autre a vu une voiture verte, une voiture rouge. Si Twitter arrive, si GG du 37 arrive et dit « Ah, lui, il a dit verte, c'est parce que c'est sûrement son cousin. » Donc c'est sûr que là, c'est une fake news. L'interprétation du réel diffère, de sorte à couvrir son cousin, par exemple, qui était réellement au volant de la voiture rouge. Mais la fake news intervient à ce moment-là. Elle intervient sur la narration du réel. On a toujours un événement initial qui, lui, est indiscutable. Il est ancré dans le réel. Après, effectivement, je peux vous dire, j'ai vu dans le ciel un éléphant rose qui est en train de voler. Mais là, on est dans la science-fiction, dans l'imagination. Malheureusement, on entend ce genre de choses parfois. Absolument, mais dans la mesure où il y a des preuves, dans la mesure où on peut l'expliquer, où on peut contredire, laisser la place au débat, la nuance, il n'y a pas de fake news, il n'y a pas besoin tout de suite d'allumer le feu de la fake news. Par exemple, les gens qui pensent que la Terre est plate, scientifiquement, on peut l'expliquer, voilà, la Terre n'est pas plate. Après, si la personne veut continuer à le croire... Mais certaines personnes diraient que plus on les laisse se médiatiser, plus ils arrivent à conquérir des gens dans ces fake news, notamment la Terre est plate, par exemple. Ces personnes sont médiatisées aussi parce qu'on le veut bien. Je pense que c'est aussi un des revers du système médiatique, des réseaux sociaux, des chaînes d'infos à outrance. Ces personnes sont médiatisées parce qu'on les médiatise. C'est peut-être un petit peu naïf de ma part de dire ça, mais avant, on avait toujours GG. J'aime bien ce petit surnom. On avait GG qui était au bar PMU, qui disait des bêtises, avait après le verre de trop, admettons. Ça restait dans le cadre du coin du zinc, du PMU. Avec Twitter, effectivement, il peut concerner beaucoup plus de gens. Mais si on n'a pas Libération ou Le Figaro ou Le Monde qui arrive, qui dit « Regardez, en fait, GG fait partie d'un groupe de plusieurs GG qui pensent que la Terre est plate », la médiatisation, elle intervient là. Le compte Twitter de GG au départ avec ses 43 abonnés, je pense pas qu'il risque de bouleverser la marche du monde. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. On médiatise des choses dont on redoute ensuite la médiatisation. C'est ce qu'on a vu avec Éric Zemmour. Les chaînes d'infos l'invitaient pour dire Éric Zemmour, allez, envoyez du Éric Zemmour, comme il fait depuis de longues années, 20 ans, 30 ans maintenant.
Après, il y a eu quand même Éric Zemmour est beaucoup invité, donc on va l'inviter pour lui demander pourquoi il est beaucoup invité. Et après, on va dire le débat s'est zémorisé, donc on va l'inviter pour lui demander pourquoi le débat s'est zémorisé. C'était absurde. Et faire des articles en disant que le débat s'est zémorisé. Je suis d'accord avec l'idée que le meilleur remède à ce qui peut être un mensonge, ça existe dans la vie. Ce qui est la base, on peut voilà, c'est le débat, la transparence, la confrontation d'idées, etc. Donc, encore une fois, je ne suis pas pour le dire, il y a la raison, il y a des propos autorisés, des propos non. Après, toute société, c'est pas que la France de 2022, hein, toute société, y compris, j'allais dire presque surtout toute démocratie, parce que la question c'est comment on le fait, avec quelles limites on le fait, se pose la question du discours autorisé. Du cadre. Et pas seulement de la vérité, du discours autorisé. La question d'ailleurs, c'est pas tellement vrai ou pas vrai, je reviendrai, mais c'est pas la question principale. La question c'est la vie collective. Que vous répétiez qu'il y a un éléphant rose dans le ciel, je peux vous dire, ça s'est toujours fait, GG il a bu un coup de trop, ou il est un peu foufou, ou il est rêveur, si je suis positif, bon, à la limite on s'en fiche un peu. Si ça vous plaît de le répéter ici et qu'on vous donne un micro, ou que vous le dites à vos amis qu'il y a un éléphant rose dans le ciel, quel problème ça me pose à moi qui vis avec vous en société? Aucun, ou à vous? Sans doute aucun. Si maintenant vous dites, c'est ça qu'on met comme curseur, il faut tuer toute personne qui ne voit pas un éléphant rose dans le ciel, ou évidemment je pense à des propos racistes, antisémites, haineux, etc. Encadrés par la loi. Bien sûr, encadrés par la loi, bien sûr, bien sûr. Donc ce que je veux dire, vous n'avez pas dit le contraire, hein, mais c'est que toute société vit avec ses règles, de même qu'il y a un cadre à la transparence, il y a un cadre à la liberté. C'est la fameuse phrase la plus belle sans doute de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté d'autrui, comment la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à celle d'autrui. Il y a des formulations différentes dans les déclarations successives, mais c'est exactement la définition de la vie en société. Et aujourd'hui, le sujet, c'est pas tellement, encore une fois, vérité ou pas vérité, c'est la question de l'impact. Quand vous dites, c'est le débat qu'on a eu ensemble dans nos sociétés, avec des réponses un peu différentes, d'ailleurs, une société européenne à l'autre, démocratique à l'autre, sur les fake news ou les propos rapportés, obtenus sur le Covid. Si vous dites que le vaccin est dangereux, que le vaccin consiste à vous mettre une puce 5G, etc., bah, le fait est que ça a un impact, parce qu'il y a des gens qui se font plus vacciner. Alors, je ne suis pas sûr que le remède soit toujours d'interdire, hein. Ça doit être heureusement dans une société démocratique, un ultime recours, toujours. Mais la question se pose vraiment, c'est-à-dire est-ce que c'est encore autre chose d'obliger les gens à se faire vacciner, etc. C'est un autre débat. Mais est-ce que c'est pas dangereux dans une société qui vit une pandémie pendant un moment donné d'avoir des gens qui peuvent sans aucune restriction dire le vaccin va vous tuer? Ça a un impact. C'est pas parce que c'est faux. Le problème c'est pas parce que c'est faux, c'est parce que ça a un impact. C'est une vraie question. Mais quand c'est un impact qui peut être criminel, le mot peut-être fort, mais meurtrier, dangereux, etc. Bah il faut se poser la question parce que c'est un peu comme l'incitation à la haine. Ou c'est un peu comme un propos violent. Absolument. Donc pour moi c'est ça le critère, c'est pas que la personne, si à la limite GG au bar avec son copain, sa femme, ses gamins, il dit à la table du repas, on a tous connu des situations, raconter n'importe quoi, faut pas vous faire vacciner les gars, il y a la 5G, bon peut-être qu'il y a un petit problème pour sa famille, mais il dit pas, si en revanche il est avec la question de l'impact, quelles sont les mesures de l'impact d'ailleurs. Si c'est quelqu'un qui a 20 followers sur Twitter, on s'en fiche un peu. Si c'est quelqu'un qui a 2 millions de followers sur Twitter, si c'est le président des États-Unis d'Amérique, bien sûr, c'est un peu plus embêtant. C'est passionnant ce dont on est en train de débattre, parce qu'au début de notre échange, vous disiez par rapport à la parole politique qu'il y avait quand même cette nécessité d'être tolérant. C'est-à-dire que la multiplication des prises de parole fait qu'on peut être amené à dire des bêtises. Et c'est ce que vous disiez. Mais pourquoi là, ce ne serait pas la même chose, finalement? En plus, en l'absence de connaissances, parce que il y a effectivement cette parole citoyenne qui peut avoir des conséquences, tout comme au début de la crise, on s'en rappelle, le message du ministère de la Santé, il me semble, qui était d'avoir recours aux anti-inflammatoires dès les premiers symptômes, ce qui avait entraîné des décès. Donc là aussi, on a une parole qui peut être dangereuse. Ouais, et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que sur la parole politique, il faut avoir cette tolérance à la multiplication des messages, et que bon, d'une certaine manière, ça peut aller, dont acte. Et que par contre, vis-à-vis de la parole citoyenne, là tout de suite, il y a un danger qui me semble très honnêtement exagéré, dans la mesure où il faut aussi regarder ça sur un temps long. Parce que quand, au début, quand la question, le débat sur le vaccin a commencé à s'inviter autour de la table, on a eu, par exemple, Olivier Véran qui disait le risque d'effet secondaire est nul. Le vaccin éloigne à 100% le confinement. Ou 99%, il était aux côtés de Gabriel Attal. Je ne veux pas tronquer 99 ou 100%. Je pense qu'on peut être d'accord sur le fait qu'à ce moment-là, il n'était pas sûr de lui. Il n'avait pas les éléments nécessaires pour estimer ses propos. Et là, le flux a fait qu'on a oublié ça. En revanche, sur la parole citoyenne, on va dire, finalement, il faudrait un cadre
Il faudrait un cadre pour cette parole. Parce que ça peut être dangereux. Je trouve pas ça plus ou moins dangereux. Je pense qu'on peut peut-être, et là dans un souci vraiment d'union, et justement pour lutter contre cette défiance vis-à-vis des gouvernants, on peut accorder cette tolérance à l'erreur, ce droit à l'erreur, on peut l'accorder aux gouvernants, à mon avis, comme aux citoyens. C'est-à-dire que sur Twitter, qu'on dise aussi, on va pas encadrer par la loi parce que vous êtes des citoyens responsables, qu'on a un cadre légal qui est suffisamment étoffé, qui est le fruit de notre histoire, et qu'on n'a pas besoin d'encadrer encore plus sur quelqu'un qui va faire un tweet malheureux parce qu'il sort de boîte de nuit et qui pense qu'il y a une puce dans le vaccin. Je pense que cette tolérance doit être appliquée à toute la société pour, je l'espère, une société plus reposée, plus calme et moins défiante vis-à-vis de vous. Mais pour moi, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas la parole politique. Pas encore. Et la parole... Pas encore. Mais je distingue les choses quand même. C'était le projet de loi Avia qui allait un petit peu sur ça. On peut faire des erreurs. Et on peut faire des erreurs qui ont des conséquences. D'ailleurs, une erreur qui a une conséquence ou une erreur qui a une mauvaise intention, au départ, on regarde aussi l'intentionnalité, elle peut tomber sous le coup de la loi. On peut trouver que c'est pour ça qu'il est poursuivi par la Cour de justice de la République. Mais la loi existe, je pense que là-dessus, elle n'a pas besoin d'être changée. Des responsables politiques, d'où le mot de responsabilité, peuvent avoir des responsabilités politiques. C'est-à-dire les électeurs peuvent dire vous avez dit des bêtises, je veux plus de vous. Bon, ça c'est la vie. Ou même si vous n'avez pas dit des bêtises au sens vérité-mensonge, mais j'aime pas votre politique, c'est alternance. Des erreurs ont été commises, même bien sûr, bien sûr, heureusement. Et puis il y a des choses qu'on a mis sous le coup de la loi. Et ça vaut pour un responsable politique comme GG, comme vous disiez. Bon. C'est quand même différent, je ne reviens pas sur chaque épisode, d'avoir dit quelque chose, y compris quand il y avait une part d'erreur. À la télé, il faut faire très attention, notamment quand on est ministre de la Santé, quand on est ministre en général, qui peut avoir des conséquences. Et encore une fois, dans les cas extrêmes, ça tombe sous le coup de la loi. Et de dire délibérément n'importe quoi. Bon. Avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Mais je ne suis pas du tout pour qu'il y ait deux lois, une pour le ministre, le député d'un coin, et une pour GG au bar. Mais encore une fois, la question de l'impact, d'ailleurs, si on prend les paramètres de l'impact, on doit être du coup plus exigeant avec les responsables politiques et avec les autres. Absolument. Que GG dise qu'en buvant de l'eau de Javel, on se guérit contre le Covid, ça m'inquiète un peu, mais à la limite, encore une fois, s'il le dit au bar après un coup de trop, bon, on peut l'excuser, en tout cas le laisser passer. Pas besoin d'aller faire une loi contre GG. Quand c'est Donald Trump, c'est compliqué. Ce que vous dites sur la loi Avia, c'est intéressant parce qu'on a le débat maintenant au niveau européen sur comment on régule les réseaux sociaux. Il y a eu des lois sur la liberté de la presse qui ont mis ce curseur justement entre liberté très 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 grande, heureusement, c'est une conquête démocratique, mais dans un journal, il y a un responsable, ça a été fait, un directeur de publication, c'est connu, je pense que c'est un système qui est sain, voilà, etc. Désolé pour lui si on dit des bêtises. Voilà, et dans un journal, c'était la presse écrite historiquement, parce qu'il n'y a pas la télé, pas la radio et pas vous, il pouvait répondre de ses actes s'il y avait un propos antisémite, un propos raciste, la loi a évolué au fil du temps. Maintenant, on est en train d'inventer, on ne l'a pas encore trouvé complètement, cette régulation pour les réseaux sociaux, pour des médias en ligne, comme on l'a fait pour la télé et la radio historiquement. Donc, tant mieux, parce qu'on ne peut pas laisser une jungle complète où un directeur de la publication du Parisien ou du Figaro, il pourrait être embêté, y compris par la justice, mais celui qui diffuse avec beaucoup plus d'audience. Bon. Puis il y a la question de qui décide. Quand Donald Trump, il y a eu cette question de la suspension des comptes Twitter et autres de Donald Trump. Bon. Qui a créé un grand désarroi. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il disait sans doute des choses. Parce que c'est un responsable politique et une entreprise privée. Donc c'est quelqu'un qui a été élu, mais à un moment, il était encore en fonction. Et de l'autre côté, c'est une entreprise privée. J'allais dire, on peut débattre à l'infini de savoir si ce qu'il avait fait, qui a entraîné la suspension, était justifié ou pas. Chacun peut avoir son avis. Moi, ça ne me choque pas, au fond, parce que je pense qu'il disait vraiment les choses graves. Mais en revanche, ce qui me choque, c'est que ce soit Twitter qui décide. Je ne sais pas comment est le nouveau patron de Twitter, jamais rencontré, mais on s'en fout. C'est pas ça le sujet. La question, c'est qu'il peut décider avec un impact qui est majeur. En revanche, le législateur, comme on l'a fait pour les publications écrites il y a un peu plus de 100 ans, doit fixer un cadre. Et on a fixé, ça s'appelle le DSA, pardon de reprendre des choses un peu techniques, c'est dans l'esprit de la loi Avia, mais en cadre européen, et je pense en ayant tiré des leçons de certaines difficultés de cette loi, qui va dire que toutes les plateformes, qu'on soit monsieur Google, monsieur Twitter, madame Facebook, madame Instagram, ou ce qu'on veut, doit être responsable des contenus, et quand il y a une vidéo terroriste, la plateforme doit la retirer. Et si elle ne la retire pas, ou si elle ne met pas en œuvre tous les moyens possibles pour la retirer, elle peut être sanctionnée. Ça, je pense que c'est bien. Et ça sera objectif, c'est notre législateur, en l'occurrence le Parlement européen, les États européens, qui ont décidé du cadre. C'est pas un grand patron
américain ou autre, qui va décider tout seul dans son coin. Ça sera le mot de la fin, parce qu'après on terminera. D'accord, juste deux petites choses rapidement sur effectivement Elon Musk, il me semble que c'est pas encore officiel, hein, je crois qu'il c'est encore en tractation. C'est encore en questionnement. Ce qui est très intéressant, voilà, ce qui est très intéressant sur cette actualité-là, c'est que quand Elon Musk souhaite racheter Twitter, effectivement, ça crée beaucoup de questions, de problèmes tels que ceux que vous évoquez. En revanche, quand Daniel Kretinsky, riche milliardaire tchèque, détient le journal Marianne, entre autres, et souhaite modifier la une lors d'une campagne présidentielle, personne ne s'émeut. Lorsque les gens se sont émus. Si on le sait, c'est que oui, il y a eu effectivement des actions. Je crois qu'au niveau gouvernemental, j'ai pas vu de réaction ou au niveau politique, d'ailleurs, au sens large, j'ai pas vu de réaction sur une attaque à la liberté de la presse. Quand le groupe d'assaut détient le Figaro et divers médias, on parle pas énormément de problèmes, sauf certains articles, notamment un article du Monde diplomatique en 2017. Cette question de médias ou de réseaux sociaux, pour le coup, détenus par de riches propriétaires qui font passer leur idéologie, ça ne choque pas en France. C'est un point que vous soulevez qui est très juste. On a le cas sur le groupe Bolloré, etc. Absolument. On peut faire évoluer, je pense qu'on devra faire évoluer notre loi d'ailleurs sur la concentration des médias. En France, on a des règles qui sont justement faites pour qu'une personne ne puisse pas détenir toute la presse. On a un service public audiovisuel auquel moi je suis très attaché, parce que c'est pas juste pour avoir une chaîne où il y a marqué public, c'est parce que ça garantit avec des obligations particulières le pluralisme, et que du coup il n'y a pas de logique capitalistique uniquement, où quand vous êtes riche vous achetez un journal et vous faites dire à votre journal ce que vous voulez. Il y a des règles internes qui peuvent être même sanctionnées. Je ne connais pas le cas, on en a parlé, mais honnêtement, si ça avait été complètement établi, j'espère qu'on en aurait parlé encore plus. Peut-être que c'est arrivé exactement comme ça, ce que vous dites sur Kretinsky, j'en sais rien. Mais si c'est le cas... C'est la société de journalisme de Marianne. Je ne remets pas du tout en cause leurs paroles. Mais heureusement, dans nos journaux, peut-être qu'il faut aller plus loin d'ailleurs, même quand le propriétaire est propriétaire, il n'est pas tout puissant, et vous avez le droit d'exprimer une opinion dissidente, le droit de le dénoncer, parfois de le faire sanctionner, etc. Et je pense mais je pense qu'il faudra aller plus loin sur les questions de concentration au niveau européen. Ça, c'est clair. Et ça fera l'objet d'un autre débat. Merci. Clément Beaune, on revient alors. J'étais vraiment ravi que vous fassiez ce débat, et merci beaucoup d'avoir apporté autant de points. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao.